Michel Field, est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter? Je m'appelle Michel Field, je suis né le 17 juillet 1954, donc j'ai bientôt fêté mes 60 ans, dans un petit village du Vaucluse qui s'appelle Saint-Saturnin-les-Aptes, où ma grand-mère maternelle, comédienne de théâtre, était venue jouer entre les deux guerres du siècle dernier et était tombée folle amoureuse du maire du village et avait tout plaqué de sa vie pour venir s'installer dans ce village qui est voilà, une attache assez profonde et assez importante pour moi. J'ai fait des études de philosophie, j'ai été une quinzaine d'années professeur de philo et je suis tombé dans la marmite audiovisuelle que je n'ai pas quittée depuis plus de 20 ans. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que votre parcours intellectuel et politique a beaucoup évolué de votre prise de conscience politique dans la jeunesse à aujourd'hui? Énormément, évidemment. Je ne sais plus, je crois qu'on prête à Oscar Wilde cette phrase de « il est aussi aberrant de ne pas être révolutionnaire à 20 ans que de le rester à 40 ans ». Enfin, bon, je ne sais pas si c'est apocryphe ou pas, en tout cas, c'est vrai aussi que c'est une formule terrible parce qu'elle justifie toutes les compromissions. Moi, j'ai eu, je ne sais pas si c'est la chance ou pas, en tout cas, j'avais 14 ans au moment où a surgi l'explosion de mai 68, dans une famille très politique, parce que mon père, émigré autrichien, avait quitté Vienne le jour de l'Anschluss. Voilà, il avait senti que ça allait pas. Donc, il avait déjà fait de la tôle 2 ans auparavant sous Dollfuss. Il était militant jeune socialiste. Le jour où les nazis ont envahi l'Autriche, il est arrivé chez lui, il a pris son sac à dos, il a mis les 3 affaires qu'il avait, il était prolo de chez prolo. Il a pris sa paire de skis, il est parti par la forêt viennoise et il a atterri 6 mois plus tard dans une annexe des auberges de jeunesse, enfin voilà, de l'organisation un petit peu de jeunes socialistes pour arriver en France et très vite y faire la résistance. Donc j'ai été baigné comme ça dans un univers à la fois de gauche, militant. Il a été au Parti communiste, il l'a quitté parce qu'il avait refusé de s'associer à sa cellule pour faire un cadeau pour l'anniversaire de Staline, non pas par radinerie, mais parce qu'il trouvait ça vraiment trop con. Et du coup, il lui est arrivé ce qui est arrivé à des dizaines de milliers d'autres, c'est-à-dire que les copains avec qui il avait pendant 3 ans tout partagé, risqué sa vie, et ben le changer de trottoir quand il le croisait, puisque c'était un traître et tout. Voilà, on a baigné dans cet univers politique, donc c'est vrai que mai 68 est arrivé. Moi, j'ai eu une sorte d'engagement très, très jeune, hein. J'ai commencé à militer à 14 ans. J'ai arrêté de militer, j'en avais 21. Donc c'est vrai que ça reste très très marquant et marqué dans mon image. Moi j'ai l'impression évidemment d'avoir eu 10 000 vies depuis. Mais ce qui reste c'est quoi? C'est un formidable accélérateur de formation intellectuelle. Il faudrait séparer le bon grain de l'ivraie. Je devais être insupportable de prétention, de dogmatisme, bon, mais en même temps, par rapport à mes jeunes camarades qui sortaient du sein de leur mère, c'est vrai que j'avais avec mes professeurs, dès la première, et puis en terminale, des discussions. Alors, les profs d'histoire, les profs de français, évidemment les profs de philo, s'amusaient de ce jeune garçon très... Donc, ça m'a donné à la fois une grande avance intellectuelle, parce que je bouffais du livre tout le temps, parce que dans ce groupe qui était donc la Ligue communiste d'Alain Krivine, qui est devenu le mouvement d'Olivier Besancenot, c'était une formidable école de formation intellectuelle, même si elle était biaisée. Bon, j'ai eu l'impression, la maturité arrivant, et les études de philo d'ailleurs me faisant pour ça le plus grand bien, d'enlever le côté biaisé et de garder pendant un moment cette avance en quelque sorte que m'avait donné un apprentissage précoce des livres, du débat théorique, de l'argumentation, de la rhétorique, etc. Alors après, la philo a été une sorte de douche froide, c'est-à-dire que quand on arrive pétri de certitudes militantes en étant sûr que le combat idéologique vaut pour la philosophie et que la première sanction dans votre hypocagne, c'est de vous retrouver avec je sais pas quoi, 1,5 à votre première disserte de philo avec le prof qui vous dit que l'esprit critique est le b.a.-ba de la philosophie et que ce devoir en était fort dépourvu. Voilà, il y a tout un travail de réapprentissage à faire. Et moi, j'ai gardé de ces années de philo qui ont été longues, puisque je n'ai pas été spécialement brillant pour l'obtention de l'agrégation, j'ai mis 3 ans à l'avoir. Donc ça veut dire aussi 3 années de très grosse préparation
qui pour moi constitue peut-être avec mes 2 années de Cannes, le socle sur lequel j'ai vécu toute ma vie, une sorte de capital intellectuel. Je n'ai jamais rien fait d'aussi difficile, je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. Et aujourd'hui, où je fais beaucoup de choses, où on me dit « Ah, mais comment tu fais pour lire autant de livres et tout ?» Mais je dis « Mais vous n'avez jamais vécu le quotidien d'un agrégatif de philo qui se met à sa table de travail à 8 h du matin, qui en sort à minuit ou 1 h et qui n'a pas arrêté de se coltiner avec des textes, avec des commentateurs, etc. » Donc après, c'est vrai que ça m'a complètement poursuivi. J'ai jamais voulu m'y étouffer dedans. Donc c'est vrai que très vite, j'ai fait de la presse. J'avais commencé dans la presse militante, puisque j'ai sans doute été un des plus jeunes journalistes de ce pays. Henri Weber, l'actuel sénateur socialiste, s'occupait de Rouge à l'époque, le journal de la Ligue, et il m'a fait tenir la chronique lycéenne. Je n'avais pas 15 ans. C'était une bonne école de formation, ce journal. Il y avait parmi les rédacteurs un nommé Edoui Plenel, un nommé Patrick Rothman, un nommé Georges Marion. Ça a été visiblement une bonne école de journalisme de fait. J'ai gardé cette passion de la presse parallèlement à la philo, c'était déjà un peu contradictoire. Et puis j'ai rajouté une contradiction en étant très très vite attiré par l'écriture romanesque. Et dès 84, donc j'ai publié mon premier roman, Le Soldeur, le dernier roman qui est sorti cette année, célèbre les 30 ans de collaboration et de fidélité avec les mêmes éditeurs, Bernard Barrault et Betty Mialet. La maison a changé, ça n'est plus Bernard Barrault, c'est Julliard, mais les éditeurs restent les mêmes. Donc voilà, j'ai eu toujours trois lieux d'activité, les médias, la philo et la réflexion et l'écriture littéraire. Et évidemment, l'engagement militant s'est éloigné très très loin. Alors aujourd'hui, je suis dans un rapport un peu d'ambivalence, c'est-à-dire je suis à la fois excédé parce que j'ai quand même en souvenir toutes les ficelles rhétoriques, la partialité, c'est une pensée hémiplégique que la pensée partisane, hein. On ne réfléchit qu'avec un bout de son cerveau. Donc ça, je suis intellectuellement souvent sévère, et puis je ne peux pas m'empêcher, l'âge aidant, d'avoir une forme d'affection pour les militants, quels qu'ils soient, y compris d'ailleurs ceux qui sont très très éloignés de mes propres valeurs. Voilà, parce qu'il y a quelque chose, je trouve, dans ce monde de repli, dans ce monde d'égoïsme, il y a quelque chose d'assez beau de se lever le matin pour aller tracter, vendre ses journaux, coller des affiches, etc. Bon, même si ces modes de militance laissent progressivement la place au tweet et à Facebook, mais voilà, j'ai une sorte peut-être de tendresse ou de regard un peu attendri sur les gens qui se dévouent pour une cause qu'ils pensent juste. J'ai juste envie de leur dire de ne pas y sacrifier leur vie parce qu'à un moment donné, ils s'en détacheront et que souvent, ça produit des drames. Moi, j'avais fait partie d'une génération où j'ai vu des copains se suicider, être totalement déclassés socialement parce qu'ils ne supportaient plus. Ils avaient consacré leur vie entière à cet idéal et que le jour où ils prenaient conscience de ses limites, ils se retrouvaient totalement désemparés. Voilà, une longue réponse pour une question complexe. La question que j'ai envie de vous poser maintenant aurait pu être la dernière, Michel Field. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, c'est impensif, mais je ne peux pas l'éviter, d'avoir trahi vos idéaux de jeunesse ou non ? Évidemment non, mais évidemment oui, dans la perception que certains peuvent en avoir. Je sais qu'à intervalles réguliers, les nouveaux chiens de garde aboient pendant que ma petite caravane passe. Que voulez-vous? Qu'est-ce que je peux dire? D'abord, c'est pas à vous que je vais dire qu'un procès où il n'y a que l'accusation, c'est un procès quand même un petit peu bizarre. Moi, je trouve très légitime quand on a le privilège d'avoir un pouvoir d'influence, et je l'ai forcément en 20 ans d'existence médiatique, je trouve extrêmement normal et salutaire d'être critiqué, vilipendé. La polémique ne me fait pas peur. J'aurais préféré que les règles du jeu soient un petit peu plus équitables, c'est-à-dire qu'il y ait un procès à charge, par exemple, dans ce document, mais qu'au moins les gens qui ont été mis en cause puissent au moins donner quelques éléments de réponse ou de justification ou d'explication. Bon, ça n'a pas été le cas. Donc à intervalles réguliers, voilà, mon petit fardeau, mais enfin c'est pas la passion du Christ non plus, c'est d'avoir cette une du Monde au moment où j'avais quitté Canal+ pour remplacer Anne Sinclair à TF1 à 7/7, et le Monde de la télévision le supplément avait titré « Fille de Marx à Bouygues », voilà.
Donc je me trimballe cette image dans certains milieux de celui qui a... Mais alors, évidemment, moi, ça me fait aussi un peu sourire parce que Marx, je l'ai quitté à 21 ans. J'ai commencé ma carrière médiatique, j'en avais pas loin de 40. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces 20 ans? Ça n'intéresse absolument personne, ce que je comprends. Mais voilà, le raccourci est quand même un petit peu fou. Et puis voilà, donc je m'en tire par une boutade en disant de Marx à Bouygues, oui, Marx pour les fondations et Bouygues pour les finitions. Au fond, est-ce que vous ne trouvez pas détestable que sur cette évolution que vous avez connue, qui a été vécue par d'autres, on pose un regard qui n'est fait que de sarcasme ou de dérision? Est-ce qu'il ne justifierait pas un peu plus de réflexion et presque d'empathie dans la mesure où il n'a rien de scandaleux, ce parcours? Bon, à partir du moment où on a l'incroyable faiblesse à la fois intellectuelle et humaine de juger les gens avec un strict prisme idéologique, ce qui est vraiment peut-être la chose dont je me félicite le plus d'avoir abandonné vite, à ce moment-là, les protestations ou les regrets importent peu. C'est-à-dire, voilà, on est dans une bagarre, tous les coups sont permis, ceux-là, on les prend, on en a sans doute donné d'autres. On sait soi-même ce que sa conscience peut dire, mais enfin, bon, il n'y a pas non plus... que vous voulez, enfin, ça me semble tellement dérisoire aussi par rapport à ce qu'est le parcours d'une vie, à ce qu'est la complexification croissante d'un individu, à la manière de devoir assumer, en tout cas, ce que je pourrais reprocher à ces attaques dans leur simplicité, c'est qu'elles font l'impasse sur ce qu'il y a de plus passionnant, je trouve, et pour le romancier, et sans doute aussi pour les gens qui s'intéressent à la politique, c'est comment un individu est constitué de strates presque géologiques, et quel rapport ces strates entretiennent-elles les unes avec les autres. Je dois avouer, par exemple, que c'est peut-être le point qui m'a toujours le plus fasciné chez François Mitterrand, d'ailleurs même pour surmonter les répulsion que je pouvais avoir sur telle ou telle fidélité amicale, parce que j'ai trouvé finalement incroyable que cet homme ne renonce jamais à aucun des éléments qu'il avait constitués. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est assumé pleinement, et quand on pouvait lui reprocher les amitiés de tel ou tel qui avaient été compromis dans la collaboration, etc., il y avait une forme je trouve, de justesse, en tout cas presque philosophique ou métaphysique, dans la réponse muette qu'il opposait à ses détracteurs, et de dire, voilà, on est constitué d'un certain nombre de strates, voilà, que l'histoire a façonnées, et il ne sert à rien de les renier. Et voilà. Et moi, j'ai toujours apprécié chez Mitterrand, même contre beaucoup d'amis qui étaient extraordinairement choqués de cette fidélité-là, c'est quelque chose qui m'interpelle, et en tout cas qui m'a beaucoup fait réfléchir. Et moins sans doute par fidélité envers les autres que par le désir de ne rien abandonner de soi. De soi, oui, mais moi, alors voilà... Dieu sait que je fais partie d'une génération qui n'a pas été confrontée à l'histoire avec un grand H comme celle dont je parle, mais même au petit niveau d'une existence, je trouve extrêmement riche de ne rien renier de ce qu'on a vécu, d'essayer d'en comprendre la logique qui nous a fait rentrer, puis la logique qui nous en a fait sortir de tel moment et de tel autre. Et voilà, mais on ne peut pas demander non plus à des journalistes pamphlétaires de rentrer dans ces détails qui intéressent plus le romancier ou la personne d'un point de vue narcissique que le débat d'idées. Donc voilà, franchement, je n'en souffre pas plus, parce que ce que je subis comme ricanement est quand même aussi compensé par des nouvelles amitiés, des nouvelles rencontres, et le fait que, voilà, on est quand même aujourd'hui dans un monde, heureusement, où le prisme strictement idéologique des choses n'est plus la seule clé d'accès aux individus. Même s'il y a eu des ruptures dans votre vie politique, idéologique, j'ai l'impression tout de même qu'avec votre conception du journalisme, il y a une grande cohérence intellectuelle, au fond,
entre le Michel Fil d'il y a 20 ans et celui que vous êtes aujourd'hui. J'ai l'impression qu'une certaine manière de mettre en évidence l'intelligence et une forme de tolérance critique ont été, au fond, le socle que vous n'avez jamais abandonné. Est-ce que je me trompe? C'est tellement gentil que je ne vais pas vous dire que vous vous trompez. Non, mettons la période militante à part, parce que dans la période militante, on n'est pas dans l'exaltation de l'intelligence critique et de la tolérance, etc. Même si je n'ai jamais fait partie d'un groupe particulièrement intolérant, c'est vrai que, mais là on rentrerait dans les détails, mais c'est vrai que dans les années 70, la Ligue était certainement, de tous les groupes gauchistes, celui qui était le plus ouvert sur la société. Mais d'ailleurs, un garçon comme Olivier Besancenot aujourd'hui est héritier de ça. C'est-à-dire, voilà, on avait à la fois nos œillères et nos dogmatismes, mais en même temps, on était tellement d'ailleurs ouvert sur la société que la société a été plus forte que nous et a dissous parce que voilà, l'éruption du mouvement des femmes, l'éruption des mouvements de société, de l'écologie, des droits des homosexuels, tout ça dans une organisation qui était vaguement léniniste et tout, ça a pulvérisé les cadres. Donc pour vous dire que, en fait, moi, ce que j'ai gardé, je crois, de cette époque-là, et puis après, évidemment, de l'enseignement de la pensée critique avec la philosophie, c'est de comprendre qu'on peut avoir une sorte de... c'est ordre et progrès, c'est la devise positiviste d'Auguste Comte, qui est par ailleurs marquée sur le drapeau brésilien qui va flotter pour la Coupe du Monde de foot. Je trouve extrêmement normal qu'une société, et même qu'un individu, soit en quelque sorte le théâtre de cette contradiction entre l'appétit de la nouveauté, l'appétit de ce qui émerge, repérer quelque chose qui surgit et qui va peut-être tout révolutionner, tout brinque-baller, et un attachement à la transmission, à la tradition, à une forme d'héritage. Bon. Chacun de nous, je crois, vit cette contradiction. Et j'allais dire, c'est un corps social et doit être composé de gens plutôt conservateurs et de gens progressistes, entre guillemets, de gens en tout cas dont la sensibilité les amène à être extrêmement attentifs à ce qui émerge et d'autres beaucoup plus sensibles à ce qui demeure ou à ce qui doit être conservé. Alors ça, c'est peut-être avec l'âge et le temps que j'ai compris que ces deux dimensions-là non seulement n'étaient pas contradictoires, mais qu'il fallait, ou si elles l'étaient, qu'il fallait articuler cette contradiction. Mais en même temps, je me rends compte que même au moment où je n'en avais pas conscience, j'étais agi par cette contradiction-là. Finalement, j'étais très heureux de faire partie de la tradition de mon père et d'être, d'un certain point de vue, redevable de tout ce qu'il avait pu m'apprendre de son passé qu'il me racontait par bribes. Vous savez, quelles que soient les circonstances qu'ont vécu nos parents, il y avait une sorte de grand silence souvent de ces gens qui ont vécu la guerre, parce qu'ils ne voulaient pas encombrer les jeunes générations de ce qu'ils avaient pu vivre. Bon, et puis petit à petit, on arrivait à leur faire savoir. Donc ça, j'étais... et puis j'ai toujours... Quand on aime les livres, on ne peut pas être pour la table rase, puisque le livre est par définition quelque chose qui nous rattache au passé. À ce qui est... Donc voilà, moi j'ai petit à petit pris conscience que j'étais composé de cette contradiction, et c'est vrai que dans mon travail journalistique, je peux d'autant plus laisser aller ma sensibilité à être curieux de ce qui émerge et à être plutôt du côté du nouveau. C'est un peu bête à dire comme ça, mais parce que ça m'intéresse. Les gens qui bousculent un peu les codes m'intéressent, m'attendrissent souvent, même s'ils m'irritent aussi très vite. Et en même temps, beaucoup plus de tolérance avec des gens beaucoup plus conservateurs, beaucoup plus... Là, je ne parle pas seulement au plan politique, mais au plan culturel. Voilà, il y a... très beau titre d'émission de Caroline, s'appelle Des racines et des ailes. Je trouve que c'est une image absolument magnifique, même si au terme de racines, je préférerais toujours le terme de rhizome employé par Gilles Deleuze pour montrer que ces racines sont multiples et comment dire, très très vives et se démultiplient sans cesse. L'ordre et le progrès, est-ce que ça recouvre la définition classique de la droite et de la gauche ou pas? La question est tellement... Je veux dire, mais ça ne va pas au-delà. Vous savez bien que non. Non, parce que je crois que c'est à géométrie variable et
on le voit sur le plan des mœurs, on le voit sur le plan de la doxa économique, on le voit sur le plan même de l'organisation politique. Tous les grands débats qui surgissent aujourd'hui traversent absolument toutes les forces politiques et traversent même les traditions établies. Mais ça, il faut justement avoir cessé d'avoir posé ses œillères militantes pour s'en apercevoir. Par exemple, j'ai eu un moment de proximité, alors ne disons pas amical, parce que je vais avoir droit à un numéro spécial encore des chiens de garde, mais j'ai eu des rapports très cordiaux avec Alain Madelin. Pourtant, lui venait de l'extrême droite, je venais de l'extrême gauche. Mais Madelin, au milieu des années 90, a été, et pourtant droite libérale, mais pourtant, ou à cause d'ailleurs, a été un des premiers politiques à se rendre compte de ce que Internet allait bouleverser la manière même de faire de la politique. Il a publié un petit opuscule qui a eu, je pense, très peu de succès, mais qui m'avait beaucoup marqué, parce qu'il était l'un des premiers à théoriser ce règne de l'horizontalité par rapport aux structures pyramidales des partis, etc. Et ben voilà, j'ai eu à un moment donné un apport et un échange intellectuel avec cet homme politique bien plus pertinent à mon sens sur la modernité que je n'en avais avec des gens beaucoup plus enfoncés dans les modèles traditionnels. Et c'est vrai que sur la famille, c'est vrai que sur la sexualité, c'est vrai que sur l'écologie, sur l'économie, on voit bien que chaque famille politique, chaque grande tradition politique est en quelque sorte tiraillée entre l'ordre et le progrès. Vous avez, j'ai scrupule à vous demander quelle est la mission, la fonction qui vous plaît le plus, puisque au fond, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes empli en quelque sorte de toutes. Mais comment vous appréhendez techniquement, j'allais dire, le métier de journaliste qui est le vôtre? Est-ce que vous avez commencé en ayant une conception très théorique de celui-ci, ou est-ce que vous avez peu à peu créé, avec votre empirisme, votre conception du journalisme? Oui, je crois plutôt ça, d'ailleurs en tâtonnant beaucoup, puis après ça dépend aussi des lieux qu'on vous offre pour l'exercer. Et donc c'est vrai que s'il y a une sorte de persistance rétinienne de mon engagement de jeunesse, enfin vraiment plus que d'autres, parce que beaucoup ont milité pareil et ont su le faire plus oublier, c'est peut-être aussi qu'à intervalles réguliers, dans les émissions que j'ai choisi d'animer, il y avait un côté assemblée générale, il y avait un côté qui ravivait en quelque sorte le souvenir du militant lycéen qui avait apostrophé le ministre de l'époque à la télévision et qui réactualisait cette image. Ça a été vrai de la grande émission que j'ai faite au moment du CIP que France 2 m'avait donné à faire et qui était en effet un formidable happening dont la télévision devrait faire usage plus souvent, parce que je crois qu'elle répond vraiment à son rôle citoyen quand elle fait ça, qui était d'ailleurs très équilibré. Je me souviens que malgré le fait que ce plateau ressemblait à une AG et que j'avais des jeunes gens qui avaient passé la journée en manifestation, qui étaient allés quasiment directement de la manif au studio, j'avais imposé de la parole contradictoire, qu'on ne siffle pas justement Alain Madelin qui était à l'époque ministre. Bon, voilà, donc il y a eu ça. Après il y a eu l'hebdo de Canal+, qui est une émission qui a beaucoup marqué parce que c'était le dialogue des jeunes avec les politiques sans filtre. On se souvient de la prestation de Jacques Chirac, alors candidat en 95, qui avait fait une prestation formidable et qui s'était révélé sympathique, chaleureux, rieur, ce qui n'avait jamais été auparavant à la télévision. Donc il y a ça. Et puis après, c'est vrai que ces émissions de débat qui ont beaucoup caractérisé la première partie de ma carrière journalistique ont laissé la place au travail de l'information continue. Et moi, il y avait longtemps, quand je suis rentré à Helsinki, j'avais envie d'être sur cette chaîne, mais je ne pensais pas m'y révéler autant, enfin m'y révéler, pas pour les autres, mais pour moi, c'est-à-dire quelque chose qui résumait un peu tout ce que j'aimais faire, beaucoup de politique, de la culture, un peu ce côté généraliste que le philosophe et le professeur et le journaliste partagent. Et en ce sens, c'est vrai que j'ai toujours eu l'impression que je faisais à la télévision un travail pas si différent de celui
que j'avais quand j'étais enseignant. Il y a une forme de pédagogie de la complexité. Voilà, moi, c'est un peu ça. Quand on me demande la définition du métier de journaliste, je dis curieux, mais curieux, c'est Aristote qui disait que l'étonnement est le père de la philosophie. Donc, entre l'étonnement et la curiosité, c'est la même chose. Donc, entre le philosophe et le journaliste, il y a, en tout cas, intellectuellement, dans la manière de scruter le monde et d'essayer de le comprendre et de l'interpréter, un geste qui me semble un peu commun. Et puis, j'ai toujours adoré la pédagogie de la complexité. C'est-à-dire, je me suis beaucoup amusé quand j'étais à Europe 1. À un moment donné, j'avais remis à l'antenne ce qui avait totalement disparu et qui s'est tellement généralisé que ça en est devenu inécoutable, qui était le dialogue direct avec les auditeurs, qui peut être la pire et la meilleure des choses. La pire quand on les flatte dans leur... La meilleure quand on prend un thème et qu'en 1 heure, on travaille les réactions spontanées des auditeurs de telle sorte qu'à l'arrivée, un problème qui était posé dans certains termes est posé dans des termes extrêmement différents. Et ça, je me souviens que plusieurs fois, j'ai travaillé cette patte-là, qui n'est rien d'autre aussi que la patte que travaille un enseignant avec ses étudiants. Donc, quand je lis ici ou là dans des articles plutôt bienveillants, où je suis le prof du PAF, ou que j'ai gardé... Ça ne me déplaît pas, parce qu'en même temps, c'est, je crois, au bout du compte, une des plus jolies définitions et qui assure cette fameuse cohérence après laquelle nous étions tout à l'heure. Je vais sans doute blesser votre modestie, Michel Fils, allez-y, mais je vais il y a des blessures plus terribles. Voilà, je vais prendre l'exemple de Thierry Lévy, qui pour moi possède la plus belle langue du barreau français, mais que j'ai trouvé toujours trop intelligent pour être un grand avocat classique. Est-ce que vous m'en voudriez si je vous disais que par moments je vous trouve tellement intelligent à partir de mes propres critères que, au fond, vous dominez trop aisément le milieu médiatique? Je ne sais pas quoi répondre parce que et c'est pas de la fausse modestie, je n'ai absolument pas conscience de cette intelligence dont vous me créditez. Alors, je sais bien, enfin, je ne me passe pas pour un con à mes propres yeux, mais peut-être parce que j'ai tellement côtoyé d'esprit que je trouvais supérieur, d'intelligence que je trouvais fulgurante, que je me sens très très loin des gens que je peux avoir eu l'occasion de rencontrer ou d'admirer. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup plus... Alors vous allez me dire, c'est une des preuves de l'intelligence que de douter de soi-même. Et ça, je suis assez d'accord avec vous que c'est même un des trucs auxquels on reconnaît les grands esprits, sont ceux qui sont le plus inquiets, le plus modestes, et qui plus ils savent, plus ont conscience de tout ce qu'ils ne savent pas encore et de tout ce qu'ils ignorent. N'empêche que voilà, je me trouve, moi, par rapport à d'autres, très, très lent. Je me trouve avoir survolé beaucoup de choses et d'en avoir peut-être pas suffisamment approfondi d'autres. Bon, ça renvoie, on parlait d'ordre et progrès tout à l'heure, à une autre contradiction que je vois dans le travail intellectuel, quel qu'il soit. C'est l'opposition assez anthropologique d'ailleurs des sédentaires et des nomades. Je pense qu'on a des formes d'intelligence qui ont besoin de se poser et d'approfondir et de creuser. Voilà, le chercheur en histoire qui va passer 15 ans de sa vie sur un tout petit objet très finement découpé du savoir historique va devenir le spécialiste mondial de ce petit arpent de terre intellectuelle. Et puis, il y a des gens qui ont besoin de bouger. Alors, ceux-là, ces derniers perdent en effet en profondeur ce qu'ils gagnent en circulation. En même temps, la circulation permet de mettre en rapport des éléments que celui qui reste immobile ne parvient pas à saisir. J'ai toujours été très fasciné par ces deux types de sensibilité. D'ailleurs, ce n'est même pas deux types d'intelligence, je crois que c'est vraiment des choses dans lesquelles on est à l'aise ou pas. Et moi, c'est inutile de vous dire que j'ai toujours été plus à l'aise dans la circulation. J'ai souvent dit que j'avais l'impression d'être victime de claustrophobie sociale ou intellectuelle. Je n'ai jamais supporté d'être enfermé dans un seul lieu d'inscription sociale. Dès que j'ai été prof, il a fallu que je fasse de la radio et que j'écrive en même temps. Quand j'ai été à la télé, il a fallu que je fasse de la radio et que je continue à écrire.
comme si j'avais besoin de relativiser un lieu par rapport à un autre et que cette circulation me donnait peut-être le sentiment ou l'illusion de la liberté. Ce qui fait que, pour répondre vraiment à votre question, j'ai pas du tout ce sentiment-là. Oui, quand je me compare, évidemment, mais c'est pas au sens où je suis plus intelligent. Ce que je vous disais tout à l'heure, je crois que j'ai bénéficié d'une formation intellectuelle qui me permet de ne pas me noyer dans un verre d'eau, d'aller extrêmement vite dans l'appropriation des documents. Le fait que j'arrive à 60 ans en ayant commencé une vie intellectuelle à 15 ans, c'est idiot de le dire, mais ça m'a donné aussi. J'ai eu 10 ans d'avance par rapport à... Donc, tout ça fait que, oui, j'ai des facilités, c'est quelquefois d'ailleurs ce qu'on pourrait me reprocher, c'est-à-dire d'avoir trop de facilités et peut-être pas assez de fond. En tout cas, l'idée que j'en sache assez pour recevoir des gens qui en savent plus que moi et ne pas les décevoir dans l'interrogation et dans ce que eux vont pouvoir délivrer, c'est exactement la fonction de médiateur à laquelle j'aspire, et elle ne demande pas finalement plus d'intelligence que j'en ai, juste peut-être un petit peu de sensibilité et de sens des hiérarchies de ce qui est important et de ce qui n'est pas dans la vie intellectuelle, dans la vie politique, et ça. Voilà, moi rien ne m'a plus fait plaisir dans ma carrière que des gens que j'estimais et que je redoutais, ou intellectuellement ou artistiquement, sortent des émissions que je n'avais pu leur consacrer, en étant heureux et en ayant l'impression qu'ils avaient été bien traités. Voilà, J'ai souvent l'impression, quand je vous écoute ou quand je vous regarde, que le journalisme ordinaire pose une première question superficielle et qu'il ne pose jamais la seconde qui serait profonde. Alors que vous-même, vous me donnez l'impression de poser tout de suite, dans la première question, l'intuition, la profondeur, l'approfondissement que mérite le sujet. Et là, je ne fais pas de flatterie, j'essaye d'aborder le caractère technique de votre métier. Oui, mais j'entends bien ce que vous dites et je prends le compliment pour ce qu'il est, parce qu'il y a des moments où j'ai l'impression en effet de faire ça. Mais d'ailleurs beaucoup plus quand il s'agit de confronter des points de vue contradictoires sur un débat de société ou sur une question voilà, qui est à un moment donné portée par l'actualité culturelle. Dans le type plus codé de l'interview politique, là j'ai beaucoup évolué, et d'ailleurs voilà un argument de plus pour ceux qui voudraient continuer à être mes détracteurs. C'est vrai que j'ai démarré en étant sur un mode assez offensif et très incisif et très insolent et très rentre-dedans, comme on ne disait pas tellement à l'époque parce que ça se pratiquait pas tant que ça. Et là, évidemment, l'effet de surprise et l'effet de nouveauté a été remarqué. C'est allé assez loin, à Canal évidemment, mais le bouillon de culture dans lequel je baignais autorisait toutes ces audaces. Quand j'ai succédé à Anne Sinclair, quelques mois aussi, jusqu'à un échange extraordinairement violent que j'ai eu avec François Léotard, qui était à l'époque un des dirigeants de la droite libérale, autour de ces affaires judiciaires, de Fréjus et tout. Mais une émission qui est sans doute, si je devais garder en souvenir l'émission la plus pénible que j'ai faite en termes de tension nerveuse, c'était celle-là, beaucoup plus que les quelques autres, ou avec Jean-Marie Le Pen et tout, il y a eu des échanges violents, ou même avec Lionel Jospin, parce qu'on me rappelle toujours les exemples de clash avec les gens de droite, mais j'en ai eu, Dieu merci, tout autant avec des gens de gauche. Et ce jour-là, où vraiment TF1 a été le théâtre entre 19h et 20h d'un spectacle peu commun, où on a été à deux doigts d'arrêter l'émission à la page de pub au milieu, enfin, et où je suis sorti et je me suis enfermé dans ma loge en faisant une crise de nerfs, tellement la tension avait été incroyable. Le courrier que j'ai reçu après ça, qui a été en gros essentiellement des félicitations des lecteurs présents ou à venir du Front National sur le mode de tous pourris, vous l'avez bien déglingué, a été pour moi une douche froide. J'avais l'impression d'être allé jusqu'au bout de ce que je pensais être la mission et je me rendais compte de l'effet pervers absolu de ce comportement, et j'en ai changé sans doute assez brutalement, donc ça a permis aux esprits chagrins de dire voilà, ils se rangent des voitures et tout, peut-être, mais
dans ma tête, c'était bien autre chose que ça. C'était aussi d'avoir touché du doigt l'effet pervers, destructeur et toxique d'un certain comportement journalistique qui participait finalement d'une montée de ce qu'on appelait peut-être pas encore les populismes, et donc on voit aujourd'hui que ni la classe politique ni la classe médiatique n'a été capable non seulement de l'endiguer, mais a peut-être largement participé à le favoriser. Et du coup, aujourd'hui, je me rapporte, il m'arrive d'aimer le duel et le fleuret-moucheté, mais ma fonction de journaliste politique, c'est d'essayer d'offrir un espace de parole pour que mon invité puisse le mieux s'exprimer et, autant que faire se peut, montrer la cohérence de son propos ou l'incohérence de son attitude ou de son choix. Mais en tout cas, voilà, je me sens plus désormais accoucheur de parole que débatteur avec mes invités. Voilà pourquoi, dans une même journée, notamment sur LCI, mais aussi je rajoute Mediapolis avec Europe 1, j'ai l'impression que je fais des métiers de journaliste très différemment d'un quart d'heure à l'autre. Il peut y avoir le côté recul et analyse qu'on a avec Olivier Duhamel dans Mediapolis, il peut y avoir le côté acteur immédiat de l'actualité quand je fais du hard news et que je prends comme mes confrères l'actualité en marche, et où là j'essaye de ne pas sombrer dans ce que je vois être de nouveaux effets pervers des chaînes d'information, c'est-à-dire la dramatisation à outrance, le fait de remplir avec du creux et du vide des heures et des heures d'antenne alors qu'il ne se passe rien, essayer toujours de mettre un peu de distance réflexive sur l'événement, et puis voilà, et puis après de médiateur culturel ou sociétal. Donc j'aurais du mal à vous donner une seule identité de ma passion journalistique. J'ai peut-être l'impression que si elle me comble autant, c'est que je fais plein de choses à la fois en même temps. Au fond, évidemment, pas d'effacement, bien sûr, mais pas non plus une ostensible présence. C'est peut-être ça, la difficulté du grand journaliste. C'est de trouver la présence juste en face du contradicteur ou de l'invité. Mais oui, être une forme de révélateur au sens chimique du terme, ça peut valoir aussi pour une personnalité artistique. J'ai eu des moments de grâce au début de ma carrière, quand j'ai les 2 ans du Cercle de Minuit, où je pouvais avoir des artistes, je pense évidemment, c'est un exemple type, et comme Patrick Modiano, totalement réticents au code habituel du bon client, mais dont les hésitations, la panique, la timidité faisaient un matériau, à condition qu'on sache le respecter et le travailler, de première ampleur. Et je pense que, alors je ne dirais pas que les politiques sont tous des Modiano, il y en a peu, mais il y a quelques politiques qui méritent ce traitement-là, et puis tous sont finalement pris à la fois dans un travail de conviction, puis aussi de mensonge ou d'omission. Et il ne s'agit pas on n'est pas des procureurs, quoi. On est des gens, on est des médiateurs. Moi, c'est quelque chose vraiment que j'ai compris depuis longtemps. Les journalistes ne sont pas populaires comme catégorie professionnelle. Vraiment, on est très très loin derrière. Je crois que les gens ne nous supportent plus du tout comme prescripteurs. Et les journalistes du mode voilà, je vais vous dire ce qu'il faut penser, ceux-là, je crois qu'on ne peut plus les supporter. Ils nous tolèrent comme médiateurs. Et il y a 1001 façons d'être médiateur. On peut l'être comme Jean-Jacques Bourdin dans un certain registre. Et puis voilà, moi j'essaye de l'être dans un autre registre, complémentaire ou contradictoire, c'est selon. La passion de l'écriture, celle des autres et la vôtre, est une passion fondamentale chez vous, durant toute votre vie. Ah oui, je sais pas d'où est venu, alors peut-être du côté extrêmement lourd et sec de la philosophie, alors que j'étais déjà imprégné d'envie de dire ou de trouver des mots pour la sensualité, pour la sexualité, pour les expériences aussi de vie que ma génération a connues et qui n'étaient pas banales, parce que cette révolution sexuelle, cette manière dont les rôles autrefois affichés se brouillaient complètement, tout ça était quand même magnifique de vivre ça à un moment d'adolescence, au moment de l'éveil des sens, quand vous avez, quand tout est idéologisé, mais j'allais dire là au bon sens du terme, tout devient un objet de réflexion, de débat, etc. Le plaisir, les rapports entre les hommes et les femmes, les rapports entre les êtres de même sexe, etc. Tout ça, je trouvais que la philosophie me donnait des armes formidables pour le comprendre,
mais pas forcément les bonnes armes pour en parler. Et c'est vrai que le premier roman que j'ai écrit, qui s'appelait Le Passeur de Lesbos, était très lié à cette expérience-là de la fin de la rêverie, enfin de l'idéal militant, parce que les problèmes individuels de rapport entre les individus avaient été une sorte de puissance corrosive de l'engagement un peu monacal de l'idéal militant. Tout ça m'a passionné, et après j'ai pris un goût à l'écriture, un goût aux mots qui ne m'a jamais quitté. Donc c'est vrai que enfin, le dictionnaire est je l'ai souvent dit dans les interrogatoires un peu rapides de journalistes, quel est le livre que vous emporteriez sur une île déserte? Je dis un dictionnaire, parce que grâce à lui on peut réécrire tous les livres qui existent. J'ai l'impression que dans votre passion de l'écriture, vous mêlez un certain nombre de choses, le sentiment, l'amour, la sensualité, le libertinage, la littérature même, et que par exemple votre dernier grand livre, et je le dis très clairement, est presque la volonté de constituer une somme avec tout ce que je viens de dire. Est-ce que c'est ce que vous avez cherché à faire ? Oui, il y a un aspect qui me fait un peu peur, parce qu'il y a un aspect un peu testamentaire dans ce livre-là. Et voilà, c'est sans doute le livre que je voulais absolument écrire avant une éventuelle fin prématurée, parce que dans cette sorte d'exaltation de tous les univers qu'une bibliothèque peut représenter, mais aussi ces strates d'une vie qu'une bibliothèque marque comme vraiment des repères. Je trouvais que pouvait se dire à la fois une autobiographie déguisée, mais surtout que l'autobiographie d'une bibliothèque était un exercice qui n'avait finalement jamais été réalisé. Il en disait beaucoup sur une époque, sur une période, sur à la fois des choses essentielles et des choses très accessoires, et que ça se prêtait beaucoup aussi au travail de l'écriture, parce que rien de plus difficile que d'écrire un livre sur les livres, et sur des livres en plus bien plus importants que le vôtre, quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai trouvé dans ce projet que j'ai eu beaucoup de mal à accomplir, parce que je l'avais commencé il y a pas loin d'une dizaine d'années, qu'il a fallu surmonter beaucoup de blocages pour y arriver, mais en même temps, c'est pour moi presque une ébauche, malgré son côté assez encyclopédique. Il y a un personnage de jeune femme dans ce livre que j'ai envie d'approfondir et de retrouver dans un roman à venir, parce que voilà, je pense que je l'ai esquissé, je l'ai ébauché, mais je ne lui ai pas donné encore toute la place qu'elle mérite. Donc il y en a à suivre. Vos amitiés profondes, Michel Field, sont dans le milieu professionnel ou datent de beaucoup plus longtemps? Elles datent toutes de beaucoup plus longtemps, peut-être à une exception près, qui est Alain Degrève, que j'ai connu à Canal et qui est vraiment devenu un très grand ami, mais très parallèlement aussi à nos carrières respectives, puisque finalement de Canal+, je ne suis resté que 3 ans et qu'on a continué à avoir. Sinon, alors quelquefois des amitiés sont nées de rencontres dans le boulot, mais je suis quelqu'un qui vraiment... Mais je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, on fréquente très très peu le milieu journalistique lui-même. Je pense qu'il ne faut pas tout confondre, et que ce qu'on prend, mais c'est vrai des milieux artistiques, j'imagine aussi des milieux judiciaires, ce qu'on prend pour des grandes amitiés, etc., sont des rapports de voisinage, de sympathie, de cordialité, mais qu'on aurait bien tort de les confondre avec de vraies relations amicales. Et de ce point de vue-là, d'abord, les amis, il n'y en a pas beaucoup dans une vie, je crois. Des connaissances, il y en a davantage. Et ces amis-là, c'est vrai que chez moi, ils s'originent dans les premières strates de ma vie, de mon village, de l'enseignement de la philo, quelques-uns de ma carrière médiatique, mais sur les doigts d'une main. Donc voilà, c'est peut-être aussi une façon de se protéger de tous les pièges et des illusions que ce métier, que ces activités peuvent susciter. Vous avez évoqué à 2 reprises, je crois, le nom d'Anne Sinclair. Je crois savoir que vous connaissez Anne Sinclair, bien sûr, et même Dominique Strauss-Kahn. Quelles réflexions vous ont inspiré les péripéties de ces dernières années, enfin,
aussi bien New York que les procédures, que le film. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est vrai que Anne, je l'ai connue... Et pardon, cher Michel Field, est-ce qu'il y a une difficulté pour vous, par exemple, à gérer, par exemple, des amitiés fortes et votre rôle de penseur médiatique, l'information, ou est-ce que vous faites une séparation radicale? Comment écoutez, je pourrais vous dire que si je voulais sourire sur quelque chose qui n'est pas très drôle, j'ai vraiment pas eu de veine, parce que la seule amitié réelle que j'ai connue venue du monde politique a été Dominique Strauss-Kahn, beaucoup par le fait conjoncturel, c'est que j'ai remplacé Anne Sinclair quand elle a quitté 7 sur 7 et que Moujotte m'a demandé de la remplacer pour l'émission que j'ai appelée Public, et que Anne a été à ce moment-là d'une extraordinairement chaleureuse, extrêmement généreuse, m'a beaucoup aidé, m'a briefé comme on dit. Donc il y a eu là la naissance d'une amitié qui ne s'est pas démentie. Mais quand je dis que j'ai pas eu de veine, j'ai eu de la veine d'avoir ce couple-là comme ami, mais j'ai pas eu de veine parce qu'il fallait que ça tombe sur lui et que ça tombe sur moi en service, en chaîne info à cette heure-là. J'ai dû, au moment de l'affaire du Sofitel, j'ai dû faire 6 heures d'antenne continue en traitant l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn à New York, etc. Dans un truc, enfin une situation qui restera, je pense, pour moi, ineffaçable. C'est-à-dire un souci de distance et de rigueur que je me suis imposé et qui m'a valu quelques coups de téléphone de gens pourtant très très éloignés de mon intimité et de mes sensibilités pour voilà, juste saluer ce qu'ils avaient compris être l'incroyable effort qu'il m'avait fallu de voir un ami très proche menotté, les yeux hagards, etc. Et en même temps que rien ne puisse m'être reproché dans le traitement extrêmement précis de l'info. J'ai pas eu de mérite parce que dans ces cas-là, c'est justement peut-être la proximité permet de tenir à distance la tentation de la surenchère, du n'importe quoi, comment dire, du spectacularisme et tout, qui est, à mon avis, le danger terrible des chaînes info dans ces cas-là. Donc j'ai fait un travail de sobriété totale. Je ne vous dis pas dans quel état nerveux j'étais après ces 6 heures d'antenne, parce que affectivement, c'était très très difficile. Et après, j'ai suivi, évidemment, j'ai été extrêmement proche de Anne à ce moment-là, mais je n'ai jamais voulu en faire état publiquement, je n'ai pas témoigné dans le document, parce que justement, je trouvais très très important pour moi d'assurer une forme de barrière entre le traitement médiatique que je pouvais avoir à faire et puis la relation amicale et le fait que j'étais aussi dépositaire quelquefois de savoir qui étaient personnels, qui étaient amicaux et qui n'avaient pas, à mon sens, à rentrer dans mon travail journalistique. Mais c'est une forme de schizophrénie compliquée. Et puis, quand j'ai vu le film de Ferrara, j'ai essayé très honnêtement de tenir à distance le fait que je connaissais tout de cette histoire dans les moindres détails et que je voyais bien tout ce qui était transcription, invention, comment dire, docu-fiction, etc. Moi, mon attitude sur ça, elle est que les créateurs ont le droit de s'emparer de tout, qu'il y a quelque chose de cannibale dans l'acte de création. N'importe lequel d'entre nous qui n'est pas connu et qui n'a pas été le protagoniste d'un fait divers mondial sait bien que le livre qu'il peut écrire peut provoquer des dégâts chez ses proches, dans sa famille, et en même temps on encourt le risque, et parce que pour l'écrivain ou le cinéaste, quelque chose d'essentiel doit se dire là. Donc je suis de ceux qui pensent que les créateurs ont le droit de se saisir de ça, et je pense, enfin je suis toujours gêné quand des amis, mais je pense à des amis qui étaient impliqués dans l'affaire Stein, par exemple, au moment où Régis Geoffrey a fait son livre, Sévère, évidemment Dominique Strauss-Kahn avec à nouveau Régis Geoffrey dans son roman, porte plainte et tout. Voilà, je trouve que porter plainte contre des écrivains de toutes ou des cinéastes, voilà, là c'est peut-être syndical, mais j'aime pas, je pense que c'est pas comme ça qu'on se bat avec la création.
Et donc, quand j'ai abordé la vision du film de Ferrara, j'avais tout ça en tête. Je me souvenais aussi d'une interview absolument magnifique, enfin d'un grand moment que j'avais eu avec Abel Ferrara il y a 20 ans à Cannes, au moment où il présentait Bad Lieutenant, et que je l'avais eu au Cercle de Minuit, totalement explosé, sous coke, absolument pas maîtrisable, et que j'avais juste, au moment où la chose, c'était du direct, aurait pu tourner à la catastrophe, le hasard avait voulu que Anna Chegula soit là, sur ce plateau. Lui était un fan absolu de Fassbinder, et quand il a percuté, malgré les lignes qu'il avait dû se faire avant, qui était sa voisine, il a absolument tout changé d'attitude, et ça a été un moment de grâce totale. Donc voilà, après je trouve que le cinéaste s'est beaucoup perdu. À l'époque, quand on évoquait Ferrara, on disait peut-être l'égal de Scorsese, etc. Mais bon, je crois que le temps a creusé l'écart entre les deux de façon irrémédiable. Mais je me suis forcé de regarder ce film en occultant la part intime et amicale que je pouvais avoir, et regarder ça. Et j'ai trouvé véritablement que c'était un objet cinématographique indigne. C'est-à-dire c'est un très mauvais film, c'est un film dont le fumet de scandale vient des premières séquences, où il y a une partouze filmée, mais la moindre production, Marc Dorcel filme mieux les orgies que Ferrara. Et après, ce que le film a voulu essayer d'explorer, et c'est pour moi son échec le plus total, c'est ce mystère en effet d'un couple qui va vivre à deux cette épreuve-là, malgré la faille et la fêlure évidente que cette affaire va produire sur leur relation. Il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose d'étonnant dans ce qu'a été le comportement de Anne. Alors certains la trouvent comme une sainte laïque et sont extrêmement sidérés de sa force, d'autres la critiquent ou y voient des arrière-pensées, mais de toute façon il y a quelque chose qui intéresse un créateur, humainement parlant, et c'est le ratage le plus absolu de ce film. Les dialogues entre Depardieu et Buisset sont grotesques, sont faux, sont grotesques, et je dirais même plus, dans le parti pris que je comprends, et de ne pas diaboliser la personnalité de DSK, puisqu'on ne va pas faire semblant de ne pas savoir que c'est de lui qu'il s'agit, dans la volonté de ne pas en faire un monstre, Ferrara finalement va à la plus grande solution de facilité, c'est de présenter une Anne Sinclair, mais totalement caricaturale, une sorte de caricature d'Hillary Clinton qui veut absolument être la première dame de France, qui pousse son mec. Et en gros, c'est la thèse, si on peut parler de thèse, c'est ça. C'est lui, c'est une sorte de révolte parce qu'il ne veut pas être celui qu'on veut qu'il soit, et que c'est la femme, alors en effet, la juive, riche et tout, qui le pousse. Bon, et ça, outre le fait que c'est qu'en effet, Anne a eu raison de protester, très nauséabond, notamment des sortes d'implications absolument invraisemblables sur la famille de Anne Sinclair, sa fortune, comme si elle avait été en quelque sorte du côté des spoliateurs de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, c'est ne rien connaître à l'histoire de cette famille et à ce que le nom de Sinclair a pu résonner dans la résistance, que de dire des choses comme ça. Donc ça, je comprends absolument son indignation, comme je trouve formidable qu'elle dise, voilà, je n'attaque pas, je vomis, et ne pas recourir au procès me semble formidablement intelligent. Maintenant, ce qui reste, s'il fallait sauver un truc, peut-être parce que j'ai une indulgence coupable envers le bonhomme et son talent, enfin plus que ça, c'est Depardieu. C'est-à-dire que les seuls moments un peu touchants du film, c'est paradoxal, on oublie Ferrara, ça Dieu merci, on oublie totalement Strauss-Kahn, et on a un Depardieu qui met en scène sa propre, sa propre démesure, ses propres obsessions, ses propres addictions. Et il y a une ou deux scènes qui sont bouleversantes, mais parce que d'un certain point de vue, c'est Depardieu qui parle de Depardieu lui-même. Et ça, ces moments-là, Ferrara y est pour rien, je crois que c'est juste lui qui est... Et là, à ce moment-là, on se dit, oui, mais ça, voilà, le film est vraiment raté, et son exploitation, la manière dont il a été montré à Cannes, la mise en scène du mauvais goût, comme pour essayer de s'en dédouaner, mais en même temps de l'exploiter, tout ça est assez nauséeux.
On arrive presque à la fin, Michel Fil. Avec ce que vous êtes devenu, avec ce que vous êtes, avec tout de même l'adhésion forte d'un certain nombre de citoyens à votre manière de pratiquer le métier, avec votre intelligence, avec le succès de votre dernier livre, est-ce que parfois vous n'avez pas besoin de vous garder d'un sentiment de vanité qui pourrait naître chez vous? Ah non, enfin, je ne crois pas, parce que je vous le disais tout à l'heure, hein, j'ai été à bonne école peut-être. Je suis incroyablement inquiet par rapport à des gens que je trouve beaucoup plus rapides que moi, je me trouve très lent. Par rapport à des gens que je trouve beaucoup plus cultivés que moi, je me trouve ignare, ce serait mentir, mais faussement cultivé. Voilà, j'ai une sorte de conscience aiguë de mes insuffisances. Et vous savez, il y a une histoire que j'aime beaucoup raconter parce que c'est une des clés de ma vie, en tout cas peut-être pour résister aux tentations que vous dites. J'ai eu vraiment le privilège d'être quelques mois, années proche de Gilles Deleuze, qui était vraiment un philosophe gigantesque et qui m'a énormément apporté. Et un jour parce que voilà, j'avais eu le privilège de travailler avec une de ses grandes complices, Claire Parnet, qui a été celle qui a écrit Dialogue et avec lui, qui a fait l'Abécédaire, qui est ce document vidéo essentiel, et voilà, et qui a été par ailleurs ma rédactrice en chef de l'hebdo de Canal+. Donc Gilles avait pour Claire une amitié et une tendresse infinie, et du coup pour les amis qu'elle lui a menés aussi. Donc j'en ai bénéficié par ricochet. Et un jour, on discutait, et Deleuze était quelqu'un qui maniait beaucoup l'ironie, même amicale. Et un jour, je m'excitais dans un dialogue, peut-être on parlait d'ailleurs de l'émission et tout, et je dis à Gilles, oh là là, j'ai eu plein d'idées et tout. Il m'arrête comme ça, il me prend la main, il me dit, ah bon Michel, vous avez eu plein d'idées, avec cette voix un peu métallique. J'aimerais tellement mourir et en avoir eu au moins une dans ma vie. Voilà. Ben, si vous voulez, quand on a cette leçon de vie, ben voilà, on ne peut pas tomber dans la vanité que vous dites. Enfin, la réussite professionnelle, une intelligence certaine, une famille, des enfants, une épouse, est-ce que vous me trouveriez banal de vous demander si c'est le bonheur pour vous? Non, c'est pas banal, parce que le bonheur est une idée neuve en Europe, comme disait un grand classique, et surtout en ce moment, et que Dieu sait qu'elle est neuve. Non, je pense que si je devais disparaître prématurément, qui est une question évidemment quand on est au moment où on fête ses 60 ans et qu'on ne sait pas totalement économiser dans sa vie en termes d'excès, etc., ça peut arriver, et on se dit que finalement, d'abord ça fait beaucoup de peine, hein, l'idée de se voir disparaître, comme les enfants qui font ces rêves-là et qui pleurent beaucoup à l'idée qu'ils assistent à leur propre enterrement. Mais on reste pour ça des enfants. Je me dis que j'aurais plutôt fait du bien autour de moi, que j'ai en effet 4 enfants avec lesquels, en tout cas pour les 2 plus grandes, quelque chose de formidable dans le rapport a pu se nouer, malgré les difficultés, les crises d'adolescence, etc. Qu'avec leur mère, j'ai gardé des rapports aussi comment dire, intimes que possible, et en tout cas totalement en phase pour le bien de notre enfant et devenu jeune adulte, avec 2 petits garçons qui sont, alors là pour le coup, un ressourcement perpétuel et une sorte de leçon de vie. Voilà, oui, il y a quelque chose qui est de l'ordre du bonheur personnel, et je ne crois pas, voilà. Donc je dirais, j'ai essayé de faire du bien autour de moi, et il n'y a pas grand monde à qui j'ai fait du mal. Donc voilà, ça vaut une épitaphe, quoi. Je vous remercie beaucoup, Michel Fil.